Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 6-8, date et heure, fonction polynomiale. Alors ici, grand 3, graphique d'une fonction polynomiale. Graphique d'une fonction polynomiale. D'une fonction polynomiale. Alors, comment on reconnaît le graphique d'une fonction polynomiale? Ou bien si je fais, disons, je fais une expérience, je mesure je fais des mesures, je trace un graphique, comment je sais que c'est une fonction polynomiale? Ok? Eh bien, c'est ça la question. Eh bien, les fonctions polynomiales, ce sont des fonctions, le graphique des fonctions polynomiales possède généralement, des sommets, des crêtes et des creux, ou bien des montagnes et des vallées. Alors, on va l'écrire ici, le graphique d'une fonction polynomiale possède un nombre fini de haut et de bas. Haut et de bas, je les dirais aussi, ou de montagne et vallée. De haut et de bas, ou de montagne et vallée. On les appelle aussi, ou de crête et creux. Donc, il y a un nombre fini. Par exemple, je vous donne un exemple de fonction polynomiale. Une fonction polynomiale est comme ça, par exemple. Ça, c'est une fonction polynomiale. Pourquoi? Parce que j'ai des crêtes, ou bien des montagnes. Crêtes. Moi, je les appellerai toujours des montagnes. Et j'ai des creux. Par exemple, je n'ai qu'un seul creux, ou là, je l'appellerai moi aussi une vallée. Donc, combien de montagnes ici, par exemple, j'en ai 2. Combien de vallées, j'en ai 1. Donc, un nombre fini de montagnes et de vallées. Ça, c'est une fonction polynomiale. Donnons un autre exemple de fonction polynomiale. Fonction polynomiale, je pourrais avoir comme ça. Ça aussi, c'est une fonction polynomiale. J'ai un seul creux. Ou bien une seule vallée. Creux. Un seul. Un creux. Il n'y a pas de montagne. Je vous donnerai un autre exemple de fonction polynomiale. Comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est une fonction polynomiale. Combien de montagnes? J'ai 1, 2. Combien de creux? Ça, ce sont les montagnes. Une montagne ici. Alors, combien de vallées? Une vallée, 2 vallées. Ça, ce sont les vallées. Les vallées, une vallée, ou bien un creux. Vous pouvez l'appeler aussi creux. Et puis, crête. On parlera de creux, de haut et de bas. Ça, c'est le haut. Et ça, c'est les bas, des hauts et de bas. Mais ils sont au nombre fini, ils ne sont pas infinis. C'est pas comme, par exemple, la cosinus qui a des hauts et de bas infinis. Donc, celles-là, non. Ils sont de nombre fini. Ce sont des fonctions polynomiales. Donc, c'est ça le graphique de fonction polynomiale. Maintenant, la question qui se pose, à partir du graphique, est-ce que je peux déterminer le degré premièrement et le coefficient dominant? Alors, question, ou bien exercice, on va voir que c'est vrai. Degré et le signe, on va pas trouver le coefficient, mais signe du coefficient dominant. Coefficient dominant. Ok, donc on va trouver le degré, le signe du coefficient dominant, et puis le terme dominant. Le terme dominant. Vous vous souvenez, on a insisté beaucoup sur le degré, le signe et tout. Alors, on va voir quelques exemples et on va voir comment on peut trouver le degré, le degré minimum. Le degré, je dirais c'est minimum. Minimum. On va dire degré minimum et puis, etc. Alors, regardons un exemple. Prenons celui-là, par exemple. Ça, c'est une fonction quoi? C'est une fonction polynomiale. Pourquoi? Parce que j'ai une vallée, ou bien un creux, et une montagne. Alors, comment je vais calculer le degré? Alors, j'écris degré. Alors, le degré est égal au nombre de montagnes, ou bien nombre de crêtes, plus nombre de creux, plus 1. C'est toujours comme ça.
Donc, je termine le nombre de crêtes, je termine le nombre de creux, plus 1. Par exemple, quel est le degré de celle-ci? Eh bien, tout simplement, par exemple, l'exemple 1, j'écris degré égal. Eh bien, combien j'ai de montagnes, de crêtes? J'en ai qu'une seule. Donc, j'ai une crête. Et combien de creux? Un seul. Donc, j'aurai un, donc une crête, un creux. Donc, j'aurai 1, plus le 1. Toujours, on fait 1 plus 1, donc c'est 3. Donc, le degré de celle-là est 3. Degré égale à 3. Donc, pour trouver le degré, tout simplement, je compte le nombre de crêtes, je compte le nombre de creux, je les additionne et j'ajoute 1 à la fin. Donc, celle-là, c'est une fonction du degré minimum et du degré 3 au minimum. Alors, quand je dis degré 3, il se peut que ce soit degré 5, il se peut que ce soit degré 7, etc. Si c'est impair, ça va toujours des impairs. Si c'est pair, ça va être des pairs. OK? Alors, regardons un autre exemple. Celle-là ici. Même chose, combien de creux et de crêtes? Ben, j'ai combien? J'ai un creux, une crête. Et j'ai un creux. Alors, quel est le degré? Alors, le degré, on a dit c'est nombre de crêtes, ben, crête, plus nombre de creux, plus 1. Alors, quel est le nombre de crêtes? 1. Quel est le nombre de creux? 1. Plus le 1, c'est 3. Donc, le degré de celle-là aussi, c'est 3. Prenons l'exemple 5. Alors, même chose ici. Alors, je compte quel est le nombre de creux et le nombre de crêtes. Eh bien, j'ai un creux ici, j'ai 2 creux. Donc, j'ai 2 creux. Et combien de crêtes? J'en ai qu'une seule crête. Une crête. C'est-à-dire une montagne et 2 vallées. Eh bien, je les écris ici. Le degré, elle est égale à nombre de crêtes, c'est-à-dire de maximum, plus nombre de creux, plus 1. Ça me donne nombre de crêtes, c'est combien? Le nombre de crêtes, c'est 1. Plus le nombre de creux, il y en a 2. Plus le 1. Ça me donnerait 4. Donc, le degré de cette fonction-là, son degré est 1. Degré est 4, pardon. Alors, regardons lui. Alors, lui est un peu truqué. Est-ce qu'il faut faire attention? En fait, combien de crêtes et combien de creux? En fait, quand je regarde ici, celui-là, hein, je regarde ce voisinage-là. Attendez, je vais effacer. Je regarde ça, ici. Vous voyez, il y a une crête et un creux. Donc, j'ai une crête ici. Alors, quand on voit, je change de courbure, ce qu'on appelle la courbure. Regardez ici, la courbure est vers le bas. Ici, la courbure est vers le haut. La courbure est ça. Ça, c'est vers le haut. Ça, c'est vers le bas. Mais quand vous voyez ça, ça, c'est courbure vers le haut. Ça, c'est courbure vers le bas. Ce point-là, on l'appelle point d'inflexion. Point d'inflexion. Alors, le point d'inflexion, c'est là où on change de courbure. Donc, ça, c'est la courbure vers le haut. Courbure vers le haut. Et celle-là ici, c'est courbure vers le bas. Courbure vers le bas. Donc, quand on change de courbure, en fait, on a un haut et un bas en même temps. OK? Donc, ici, il faut faire attention. Donc, c'est un point d'inflexion. Donc, quand on change de courbure, attention, quand on change de courbure, c'est pas que comme si je suis comme ça, je n'ai pas changé de courbure, donc je n'ai qu'un seul haut. Ou bien je suis comme ça, je n'ai qu'un seul bas. Je n'ai pas changé de courbure. Mais ici, en fait, il y en a deux. Parce que j'ai changé de courbure. Si je le termine, il est comme ça. Et si je termine l'autre, il est comme ça. Donc, vous voyez, j'ai la première, c'est une montagne, et la deuxième, c'est un vallée. Donc, un point, il est à la rencontre d'une montagne et d'une vallée. Ou bien, ce point-là est à la rencontre d'une crête et d'un creux. C'est pour cela qu'on l'appelle un point d'inflexion. Inflexion, ça veut dire, je change d'un creux vers une crête. Ou bien, je peux changer d'une crête vers un creux, comme ici, par exemple. Là aussi, hein, par exemple, je pourrais avoir une courbe qui est comme ça, mais tu vois, la courbure ici est vers le haut, ici est vers le bas. Donc, je vais changer d'un creux vers une crête. Ici, je change d'une crête vers un creux. Donc, je pourrais avoir les deux, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. Donc, je vais vous l'écrire ici. Le point d'inflexion, un point d'inflexion, dans un point d'inflexion, la courbure change. Dans un point
dans un point d'inflexion, on l'appelle point d'inflexion et fléchi, le sens de la courbure change. Le sens de la courbure change. Alors, en ce point, on a un creux et une crête. En ce point, on a un creux et une crête. Parce qu'on a une montagne et une vallée en même temps dans ce point-là. C'est pour cela que je vous donne cet exemple-là, parce qu'il est très important que vous le sachiez. Alors, ici, en fait, combien j'ai de creux? Ben, le premier creux, je l'ai ici. J'ai un autre creux ici. Donc, j'ai deux creux. Mais combien de crêtes? Eh bien, j'ai deux crêtes. J'ai ici aussi, c'est une crête, lui-même. Et j'ai une crête ici. Donc, j'ai deux crêtes. OK? Donc, alors je vais effacer ici. Donc, vous avez bien écrit que ça veut dire un point d'inflexion. Alors, ici, le degré. Eh bien, on a dit encore, c'est le nombre de creux. Nombre de creux. Plus nombre de crêtes. Plus 1. Nombre de creux 2. Plus nombre de crêtes 2. Plus 1. Eh bien, le degré, ici, ça serait 5. Donc, degré égale à 5. Ça, c'est le degré minimum. Degré minimum. Ça veut dire que ça pourrait être aussi 7, ça pourrait être aussi 9, ça pourrait être aussi 11, mais ça va être toujours impair. Ça ne pourra pas être pair. Ça va être toujours, quand je trouve le degré, le minimum est impair, il va toujours rester impair. Si le degré est pair, il est toujours pair. Donc voilà, ça c'est le degré de cette fonction polynomiale. Il est le degré 5. Alors, faisons un dernier ici, celui-là. Alors là encore, combien de creux et combien de crêtes? Les creux ici, j'ai un creux ici, un deuxième creux ici. Mais attention aussi ici, vous voyez ici, j'ai un point d'inflexion. Pourquoi? Parce que j'ai comme ça. Si je la continue, celle-là ici, c'est comme ça. L'autre, elle est là. Donc vous voyez, on vient d'un creux vers une crête. Donc ici, j'ai un creux et une crête. Donc j'ai un creux. Il est là un autre creux. Donc, combien de creux j'ai? J'ai 3. Dans un point d'inflexion, quand on change de courbure, ça veut dire le ventre, quand on change de sens du ventre, le ventre c'est celui-là, comme ça. Donc, le ventre était comme ça, et puis soudain il est comme ça. Donc, c'est un point d'inflexion, parce que je change de sens de ventre. Le ventre a changé de sens. Il était en haut, maintenant il est en bas. Donc, c'est un point d'inflexion. Quand on a un point d'inflexion, eh ben, j'ai un sommet, j'ai un creux et une crête, ou bien j'ai une montagne et une vallée. Donc, j'ai combien de creux? J'ai 3. Donc, j'écris ici 3 creux. Combien de crêtes? Alors, les crêtes, je vais les compter. J'ai ce crête-là. J'ai une. Je vais les mettre avec une autre couleur. Le bleu. J'ai une crête ici, une crête ici et une crête ici. 3, parce que c'est un point d'inflexion. Donc, j'ai combien de crêtes là aussi? J'ai 3. 3 crêtes. Et là, maintenant, j'écris maintenant degré égale nombre de creux plus nombre de crêtes. Alors, les crêtes, c'est les maximums, plus 1. Et bien ça, le nombre de crêtes, c'est 3, plus le nombre de creux, c'est 3, plus 1, ça me donne 7. Donc, le degré minimum, c'est 7. Degré égale à 7. Degré minimum égale à 7. Donc, voilà comment on calcule le degré. On calcule le nombre de creux, on calcule le nombre de crêtes, et ça nous donne. Maintenant, le signe du... Alors, donc on a trouvé le degré, donc je vais l'effacer ici. Je vais écrire degré égale à 3. Degré minimum, hein. Minimum, ça veut dire le degré, ça pourrait être 3, 5, 7, mais c'est le degré minimum. Maintenant, le signe du coefficient dominant. Coefficient dominant. Ça veut dire est-ce qu'il est positif ou négatif? Eh bien, c'est facile. C'est la deuxième branche. Regardez, les branches, ça, je l'appellerai la première branche, c'est ici. Le premier bout, c'est-à-dire extrémité. Vous pouvez regarder votre graphique comme extrémité. Ça, c'est la deuxième extrémité.
extrémité. Deuxième extrémité. Alors, si la deuxième extrémité est dans les positifs, alors le coefficient est positif. S'il est dans les négatifs, il est négatif. La deuxième extrémité est dans les négatifs. Vous voyez, il descend vers les négatifs. Donc, le coefficient dominant est négatif. Pourquoi? Parce que la deuxième extrémité de mon graphique, donc vous regardez le graphique comme une ficelle, la deuxième extrémité qui est là, elle va vers les négatifs. Elle va vers le bas. S'il va vers les négatifs, eh bien, c'est que le coefficient dominant est négatif. Maintenant, regardons l'autre ici. Là, le degré, c'est 3. OK, donc, coefficient dominant, signe, coefficient dominant, égale. Ah, la deuxième extrémité, où est-ce qu'il est? Elle est là. Il va vers quoi? Il va vers les positifs. Donc, le coefficient dominant est positif. Donc, rien qu'en regardant le graphique, je sais mon coefficient dominant, qu'est-ce qu'il va être? Positif. Troisième ici. Alors, maintenant, coefficient dominant. Coefficient dominant. Alors, le coefficient dominant, je regarde la deuxième extrémité encore. La deuxième extrémité va vers les positifs, vers les positifs, elle va vers en haut. Ça veut dire le coefficient dominant est positif. Là, ici, le coefficient dominant, il est positif. Coefficient dominant positif. Pourquoi? Parce que la deuxième extrémité va vers les positifs. Toujours, je regarde la deuxième, pas la première. La deuxième extrémité va vers les positifs. Là, ici, coefficient dominant, signe coefficient dominant. Ah, le graphique ici, il va vers les négatifs. Ça veut dire le coefficient dominant, il est négatif. Deuxième extrémité. Alors, là encore. Ah, j'ai pas fait celle-là. On va le faire aussi. Là, c'est le degré. Alors, combien j'ai de creux? J'ai un creux, deux creux. Donc, j'ai deux creux. Et combien de crêtes? Je n'ai qu'une seule crête. Une crête. Crête. Alors, ça ferait 1 plus 2 plus 1, ça me donnerait 4. Donc, le degré est 4. Par contre, signe coefficient dominant, alors, quel est le signe de coefficient dominant ici? Celle-là, elle va faire plus l'infini. Il va vers le haut. Donc, coefficient dominant est positif. Donc, voilà pour ces exercices-là. Vous allez me dire, mais à quoi ça va nous servir tout ça? Mais ça va nous servir à identifier, par exemple, les graphiques. Je vous donnerai un exercice, des exercices que vous allez faire pour identifier le graphique. Si on vous donne l'équation, vous allez savoir c'est qui les graphiques. Donc, voilà, vous ajoutez ça. Donc, rien qu'en regardant maintenant le graphique, vous devez savoir déterminer le degré. Vous devez savoir déterminer le signe du coefficient dominant. Alors, maintenant, on revient ici. Maintenant, coefficient dominant. Alors, coefficient dominant. Maintenant, terme dominant. La forme du terme dominant. On va faire ces formes du terme dominant. Forme du terme dominant. Eh bien, la forme du terme dominant, ça serait quoi? Eh bien, parce que j'ai le degré, c'est 3. Eh bien, le terme de dominant, c'est toujours A, x à la n. Vous vous rappelez? N, c'est le degré. Alors là, dans ce cas-là, je sais que mon coefficient A, ça serait négatif. Eh bien, ça va être moins un nombre, moins A, x à la 3. Ce A-là, je ne sais pas ce que pourrait être. Je prendrai A égale à 1. Donc, forme du coefficient dominant, je vais faire moins x à la 3. Moins x à la 3. Fois un nombre. D'accord? Mais ça nous dit que la forme. La forme, ça va être moins x à la 3. Quelle est la forme ici? Ici, c'est plus x à la 3. Ok, donc on va arrêter ici.